Bien, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue donc dans le grand amphi de l'École supérieure de journalisme. Je suis donc Vincent Sobanski, vice-doyen communication et en charge donc du projet des 150 ans de notre ancienne faculté mixte de médecine et de pharmacie, devenue UFR 3S. On aura largement l'occasion, pendant ces 10 mois de célébration, de revenir sur cette histoire et de la décortiquer. Mais aujourd'hui, on va en avoir une très belle inauguration à l'occasion de cette conférence. Et donc, je remercie à ce titre le professeur Jean-François Condette d'avoir accepté en exclusivité de donner une conférence sur l'histoire de l'université et en particulier, bien sûr, de son campus santé, puisque c'est le sujet du jour. Donc, Jean-François Condette est agrégé d'histoire, professeur en histoire contemporaine à l'Université de Lille et en particulier à l'INSPE, membre de l'IRIS. Il a travaillé sur l'histoire des structures et des acteurs éducatifs au 19e, 20e siècle, mais aussi sur les élites de l'État et les occupations militaires dans la France septentrionale du 20e siècle. Et il est l'auteur de l'histoire de l'Université de Lille, dont le premier tome est sorti il y a quelques mois et qui est en vente devant l'amphithéâtre pour celles et ceux qui sont intéressés. Et le tome 2 sortira prochainement. Donc vraiment, merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation. Il y aura bien sûr un temps pour des questions à la suite de l'intervention. Et nous nous retrouverons ensuite pour la grande cérémonie inaugurale au MOXIE à 18h. Et donc, vous n'hésiterez pas à suivre le flux de personnes. C'est à 2 pas, le MOXIE, comme vous le savez, donc l'ancien bâtiment de la faculté. Voilà, merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup pour votre invitation à ce début de centenaire, enfin plus de 150 ans de la faculté de médecine. Je voudrais juste dire 2 choses avant de commencer. La première, c'est que je suis pas médecin. Donc, bien évidemment, il y a un certain niveau à un moment où on est dans la science et dans le savoir médical qui m'échappe en partie. La deuxième, j'ai fait le choix, là, aujourd'hui, ce soir, de zoomer sur un certain nombre de points qui me semblent fondamentaux. Je peux pas, bien évidemment, en 50 minutes, rentrer dans le détail, évidemment, de plus de 450, 460 ans, si je pars de Douai, de l'histoire de l'université de Douai et de Lille, où il y avait une faculté de médecine. Donc, j'ai essayé de zoomer surtout sur les structures, un peu sur les bâtiments, et puis aussi pas mal sur les acteurs, pour essayer un petit peu de mettre en perspective ce qui se passe aujourd'hui. Donc, pour commencer, oui, c'est bon. Donc, je voulais simplement rappeler que les origines ne sont pas lilloises, mais sont douaisiennes, hein, bien évidemment, dans le monde universitaire septentrional, que la faculté de médecine de Douai, hein, elle apparaît en même temps que toutes les structures universitaires douaisiennes, à partir de 1559-1562, donc avec ses collèges, je vous les montrerai après, avec ses facultés de médecine, de droit, de théologie, etc. Et il y a la présence, dès le départ, d'une faculté de médecine dynamique, mais c'est pas Montpellier, mais c'est pas Paris. C'est-à-dire, ce sont des effectifs qui sont quand même assez réduits par rapport aux autres facultés de médecine en France. Je vous ferai une référence juste après. On est autour de 30, 40 étudiants inscrits chaque année. J'y reviendrai après. Avec un rôle important qu'on peut détecter aussi d'un certain nombre d'enseignants. Donc là, j'ai mis par exemple Jean Dubois, dit Silvius, hein, qui arrive en 1572 et qui travaillera à la faculté, qui développera quelque part ses études. Donc je vous ai mis, ça va être très très illustré, hein, je voulais faire quelque chose de léger, d'intéressant. Donc vous avez la lettre d'érection de l'université de Douai par le roi Philippe II d'Espagne, on est dans les Pays-Bas espagnols à l'époque, et l'université, elle est considérée comme une citadelle, hein, de la contre-réforme, hein, contre le protestantisme, bien évidemment. Donc le rôle du catholicisme est fondamental. Et je vous ai mis juste à côté la représentation d'un certain nombre de collèges. Comme la plupart des universités, il y a un certain nombre de collèges qui gravitent autour des facultés. Donc vous avez là, une représentation du collège d'Anchin, par exemple, etc. Si j'en viens directement, j'essaye vraiment de centrer sur la médecine, hein, d'essayer de centrer sur la médecine. Il y a un article récent dans la Revue du Nord, numéro 451, donc qui sera bientôt en ligne, gratuitement, sur les étudiants. Donc Philippe Marchand a étudié les étudiants de la faculté de médecine avec ce qu'on peut retrouver comme traces. Donc c'est des registres d'inscription, c'est des registres personnels, des registres d'examen, enfin des choses comme ça.
Et il a réussi à faire une prosopographie à peu près de 369 étudiants de médecine de la faculté de médecine de Douai pour le XVIIIe siècle, la fin de la période avant que la faculté ferme. Donc, il confirme que cette faculté n'a pas énormément d'étudiants. Donc, on est loin derrière Strasbourg, derrière Paris, derrière Montpellier. Et il fait une moyenne autour de 30-35 étudiants par an. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il a calculé, il a cherché les origines, où ils sont nés, où ils vont exercer. Et on se rend bien compte d'une implantation extrêmement forte, je dirais septentrionale, locale, puisque 91% de ces étudiants sont originaires des départements actuels du Nord et du Pas-de-Calais. Donc, il y a réellement, on satisfait un besoin, on pourrait dire, régional. Il a aussi calculé les professions de ces étudiants quand elles sont indiquées. Et il y a une forte endogamie, quand même. 33% des pères de ces enfants sont médecins eux-mêmes, chirurgiens, apothicaires, enfin, on dirait dans le milieu médical, mais aussi 16-17% dans le monde du commerce, du négoce. 16%, on pourrait dire, attachés à la terre, au monde agricole. Enfin, je ne vais pas trop entrer dans le détail. Et il montre aussi, dans la fin de l'article, qu'il commence à y avoir un certain nombre de dynasties de père en fils, systématiquement. Donc, les Midi, les Miennais, etc., il les trouve déjà au XVIIIe siècle enracinés dans la région. Pour la plupart, une fois sortis de leurs études, ils restent dans la région et ils s'installent, je dirais presque définitivement. Et la fin de son article montre un engagement au service de la cité qui est assez intéressant. Dans les sociétés savantes, dans tout ce qui va être les premiers progrès, je dirais de l'hygiène, de la cause sanitaire, et certains en politique. Donc, il y a une réelle influence, quelque part, de cette faculté de médecine. Alors, je vais vous la montrer rapidement avec quelques documents. Donc là, c'est un certain nombre de registres qu'on retrouve soit aux archives municipales de Douai, soit aux archives départementales du Nord, qui montrent un peu les statuts. On a comme ça des pages entières de registres, de délivrance ou du doctorat ou de la licence, etc. Donc on peut suivre les étudiants. On peut aussi suivre les enseignants. Donc là, je vous en donne que 2 parmi un nombre important de ces étudiants. Donc, vous l'avez là, André-Joseph Mellet, il sera aussi maire de Douai, c'est un échevin de Douai, puis maire de Douai, qui a soutenu sa thèse en 1770, qui jouera un grand rôle. Il est donc presque toutes les soutenances importantes de la faculté à l'époque. Et puis le deuxième, qui est aussi en partie connu peut-être, c'est André Taranger, qui sera professeur de médecine à la faculté de Douai. Il a travaillé, c'est un des pionniers sur la vaccine, donc on a aux archives départementales de Douai un certain nombre de choses intéressantes. C'est traité sur la réflexion sur la vaccine. Et pour la petite histoire, ce sera aussi le premier recteur de l'Académie de Lille. La création des académies par Napoléon en 1808, c'est lui qui sera choisi comme premier recteur de l'Académie de Lille. Donc vous voyez qu'il y a une ancêtre lointaine quelque part de la faculté de médecine, qui est cette faculté quelque part de médecine de Douai. À Lille même, ça a été travaillé par Gérard Bizert, etc., dans l'ouvrage des années 70. Il existe des petites structures qui mériteraient peut-être des études complémentaires, d'ailleurs, si on peut retrouver des choses. Donc on est certain d'un éphémère collège de médecine qui a existé à partir de 1681, qui prépare à l'agrégation de l'époque à Lille, mais qui connaît apparemment pas mal de difficultés. On ne sait pas trop grand-chose sur cette structure-là. Il y a une déclaration du roi de 1772 qui demande la création d'une école publique de chirurgie. Apparemment, il y a 6 enseignants, on ne sait pas trop son devenir pendant très longtemps. Enfin bon, là, c'est plus des territoires exploratoires qu'autre chose. Et puis plus important, plus intéressant, puisqu'on est à l'origine quelque part de la faculté de médecine, ça va être l'idée que, allez, je vais aller trop vite. La Révolution française va supprimer toutes les universités en France. Enfin, vous le savez, tout le réseau des collèges d'Ancien Régime est supprimé par la Convention 1793. Donc l'université de Douai n'y échappe pas. On ferme, la structure ferme, avec la création quelque part d'une forme de désert universitaire, médical, juridique. Et le développement, enfin c'est Louis Liard qui développe ça dans son histoire de l'enseignement supérieur fin 19e. On délivre plus de diplômes, donc c'est le développement des charlatans en tout genre, à la fois chez les notaires, éventuellement aussi chez les médecins. Et dans la France septentrionale, ce qu'il faut relever, ce qui est important, ce sont des initiatives municipales.
Ça veut dire, quelque part, on va voir apparaître une école communale, une école municipale de médecine à Lille. Il y en aura une à Arras, alors j'en parle pas du tout. Il y en aura une aussi à Amiens. Donc, ce sont des initiatives municipales qui vont permettre de faire réémerger, quelque part, hein, une structure un peu de formation, hein, des médecins. Il y a eu une faculté des lettres qui est réapparue en 1808. Donc, je sors un peu là du sujet, par volonté expresse de Napoléon. Elle s'installe à Douai. Elle est fermée dès 1815. Et le Nord-Pas-de-Calais va se traduire pendant des années et des décennies par une sorte de on est une des seules régions en France où il y a plus de faculté, hein. On va vraiment payer la proximité de Paris. L'argument était souvent là dans les documents, hein, voilà, ça sert à rien de mettre une faculté de médecine à Lille, ils peuvent aller à Paris, on dira la même chose, on fera venir des membres de la faculté des lettres de Paris pour servir de jury en faculté des lettres, et cetera. Donc il y a vraiment un désert, je dirais, d'État, quelque part, un choix délibéré, hein, de se méfier, quelque part, des régions septentrionales. Donc ça, je le passe, mais ça serait très intéressant à étudier aussi, proximité de la frontière, etc. Et du coup, c'est la commune, c'est la commune de Lille, hein, qui va quelque part, le conseil municipal, qui va décider de rétablir des structures de formation médicale. Donc c'est un cours, hein, de chirurgie et d'anatomie dès 1793, des cours aussi qui réouvrent, on ne sait pas grand-chose, à Douai vers 1800. Et puis c'est la création surtout, hein, en 1805, hein, d'une école secondaire de médecine ici à Lille, sur fonds municipaux avec 6 professeurs, hein, donc c'est des études de 3 à 5 ans à peu près, et les cours qui sont longtemps dispensés à l'hôpital Saint-Sauveur, hein. Mais là, je me suis référé à ce qu'a travaillé Gérard Bizert. On se rend compte qu'il y a des difficultés, enfin, ça tourne très difficilement. C'est moribond un certain temps, hein, quelque part. Et il y a un arrêté préfectoral ensuite de 1812 qui va relancer l'école, toujours l'école secondaire de médecine, même si dans le même temps, apparemment, il y a l'hôpital, quelque part, l'hôpital militaire devient hôpital d'instruction aussi, avec un temps de concurrence entre les deux structures. Mais ce qu'il faut, si je vais à l'essentiel, retenir, c'est que ce qui va vraiment marquer le territoire, c'est l'école secondaire de médecine, hein, qui va se développer peu à peu, qui va rejoindre le lycée Faidherbe, enfin le lycée Faidherbe, l'ancêtre du lycée de Lille, avant qu'il ne soit Faidherbe, rue des Fleurs, etc. Donc on va avoir des locaux à côté du lycée. Bon. Je voulais juste rappeler aussi, donc c'est le premier maillon, hein, quelque part, l'école de médecine, c'est le premier maillon universitaire lillois, quelque part, et qu'il faudra attendre 1854 pour qu'on voit revenir, je dirais, en Nord-Pas-de-Calais, une faculté, hein, la faculté des sciences de Lille, où sera nommé Pasteur comme doyen, et une faculté des lettres à Douai. Donc c'est le paysage bipolaire, dès le départ, dès 1854. Donc la reconstruction chez nous, elle est compliquée, elle est tardive par rapport à d'autres régions. Ça sera encore, je dirais, pire pour la faculté de droit, puisqu'il n'y aura plus d'études de droit en Nord-Pas-de-Calais jusqu'en 1865, avec le retour de la faculté de droit qu'en 1865, parce que Duruy accepte, hein, etc., etc. Donc, on est essentiellement sur cette structure-là, hein, qui va se développer. C'est l'école de médecine de Lille, qui va être transformée en 1852 en école préparatoire de médecine et de pharmacie, en application de l'ordonnance de 1840. Et le grand bonhomme, moi, que je trouve dans les archives vraiment beaucoup, beaucoup, c'est Valentin Cazeneuve. Donc, c'est celui qui était déjà là auparavant et qui, en 1852, hein, prend la tête, je dirais, et ce sera aussi le premier doyen de la faculté de médecine de Lille à partir de 1875. Donc, c'est quelqu'un qui va beaucoup, beaucoup s'investir, je dirais, dans le développement des études médicales dans, dans le Nord-Pas-de-Calais. Une figure intéressante. Alors là, je suis retourné un petit peu voir aux archives. Je ne sais pas si vous arriverez à lire les documents. Donc c'est sa fiche d'inspection, si on peut dire. Enfin, c'est sa fiche annuelle de notation, quoi, quelque part, comme quoi tout va bien, etc. C'est donc la fiche de 1852-1853. Et ce qui m'intéresse, c'est tout en bas ici. Vous avez le nombre d'élèves dans l'établissement, qui est de 46. Donc on a une structure qui est intéressante, mais qui n'est pas encore, bien évidemment, massifiée absolument. Donc il y a 46 élèves dans l'établissement, et Cazeneuve, on voit dans ses cours 41. Donc c'est une toute petite équipe, hein, qui, quelque part, forme. Et puis vous avez, en fait, c'est le recteur, hein, qui signe ça, et qui demande la Légion d'honneur pour son dévouement, parce que c'est quelqu'un qui se consacre vraiment beaucoup aux études médicales dans la région.
On retrouve aussi, sans trop de problèmes, le règlement intérieur de l'école. Donc là, c'est 1853-54. Donc c'est le règlement intérieur de l'école. Les conditions, enfin, la fin est intéressante sur les dissections, etc. En fait, on voit bien qu'il y a 3 années avec un contenu qui est progressif. Bien évidemment, une école secondaire de médecine ou une école préparatoire de médecine ne peut pas délivrer le doctorat, hein. Donc c'est là-dessus que ça va beaucoup se battre. Et j'avais retrouvé moi, dans différents papiers les inscrits. Vous voyez, par exemple, troisième trimestre 1853-54, il y a 15 étudiants en première année, 9 en seconde année, 11 en troisième année et 5 en pharmacie. Donc ça reste une structure réduite et qui en plus est toujours là-bas rue des Fleurs, où il n'y a pas vraiment d'installation pérenne et extrêmement intéressante pour développer, on pourrait dire, l'ancêtre de la recherche, au moins les travaux pratiques. Donc ça, il y a des boîtes aux archives qui pourraient permettre de faire une étude quelque part un jour ou l'autre de l'école de médecine de Lille, dans ses liens peut-être aussi avec celle d'Arras ou de sa concurrence avec celle d'Arras. Euh, on a l'essentiel. J'ai mis aussi bien évidemment un autre enseignant de cette école de médecine, Jean Parise, professeur de clinique chirurgicale. On voit la même chose, hein, comme quoi le recteur quelque part est content quelque part de son travail. Donc on est là en 52-53. Donc vous avez comme ça les dossiers de ces enseignants qui sont conservés pour la plupart quand ils ont fait leur carrière dans la région. Pour avancer, j'essaie d'avancer un peu vers 1875 forcément, dans les rapports des doyens, quand ils sont à peu près conservés comme il faut. Par exemple, là, 1867-1868, et c'est à peu près le même chiffre qu'on trouve les années avant, les années après. On estime qu'il y a 90 jeunes gens à peu près alors ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas forcément de femmes, mais elles sont dans les préparations pour être sage-femme, et c'est le terme générique qui l'emporte, sage-femme, jeunes gens, pardon. Donc on est autour de 90. Donc ça s'est développé par rapport aux 42-43. Ça reste quand même une structure assez réduite, hein. Donc 263 inscriptions, parce qu'il faut prendre 4 inscriptions. À l'époque, on s'inscrit chaque trimestre dans les études supérieures. Et quand on regarde un petit peu les examens, il y a 51 examens qui sont passés en fin d'année. Donc 25 pour le grade d'officier de santé. C'est je dirais le métier principal de ces écoles secondaires, hein. 25 donc, pour le grade d'officier de santé, je l'ai dit. 26 pour le grade de pharmacien de deuxième classe. Il y a eu 6 qui ont été ajournés. Et 13 aspirantes au titre de sage-femme se sont préparées à l'examen pour 10 reçus. Donc voilà, ça donne un peu une idée des promotions de cette période-là. Ce qui va assez vite poser un souci, c'est le souci de l'encadrement de la population du Nord-Pas-de-Calais, qui à l'époque est en croissance forte. Donc on va manquer de médecins. J'y viens dans 2 minutes. Dernier morceau de cette partie, je dirais un peu préhistorique, avant la faculté de médecine, c'est que très vite, à partir des années 1850-52, à partir dans les années 60, il y a beaucoup de combats, beaucoup de démarches qui sont faites pour essayer d'obtenir une faculté de médecine et de pharmacie. Donc chez les élites septentrionales, alors ça peut être le maire, ça peut être des députés, ça peut être des médecins, ça peut être... Voilà, il y a tout un tas de campagnes, mais c'est presque systématique, hein, pour les autres facultés aussi. Ça va être un combat régulier d'essayer d'aller convaincre Paris qu'il faut transformer la structure en faculté. Donc on réclame la transformation de l'école en faculté de médecine et de pharmacie, avec la possibilité, bien évidemment, de former des docteurs. Et j'ai retrouvé, pour un autre sujet, donc je suis allé la rechercher, hein. Il y a une lettre, justement, de Valentin Cazeneuve. On est juste 65-66, 1865-66. Il y a à Lille, Roubaix, etc., une forte épidémie de choléra. Bon. Et forcément, les étudiants et les enseignants de cette école de médecine se sont beaucoup mobilisés. Et Valentin Cazeneuve, stratégiquement, va à la fois montrer tout ce qui a été fait, puis en même temps, il va dire, bah oui, mais il faudrait peut-être quelque part qu'on soit récompensé. Et puis, il faudrait aussi renforcer l'encadrement, je dirais, médical de la région. Donc, il la faut, cette faculté, quelque part. Donc, je vous ai mis, alors, on n'a pas le temps de tout lire. Et alors, il a renoncé à ses congés, hein. Donc, monsieur le recteur, le choléra persiste encore avec une certaine intensité à Lille et ses environs. Cela m'empêche de jouir d'un congé que vous avez bien voulu m'accorder. Bon. Plusieurs élèves ont obtenu du ministre la remise des droits qui leur restent à acquitter pour obtenir le grade d'officier de santé
pour dévouement, en fait, pour dévouement à la cause et pour avoir soigné en particulier les malades. Et Duruy confirme derrière, on retrouve dans un arrêté aux archives, Monsieur le recteur, j'ai l'honneur de vous informer qu'en raison des services rendus pendant l'épidémie colérique qui a sévi dans différentes communes du département du Nord, j'ai, sur la présentation de Monsieur le préfet, attribué à 12 élèves de l'école préparatoire de médecine et de pharmacie de Lille la gratuité des études. Il y a encore d'autres arrêts après, ça sera plus que 12 en fait. Il y en a 25 à peu près qui vont obtenir la gratuité. On retrouve là une caractéristique, c'est-à-dire le dévouement à la population, l'engagement quelque part dans l'amélioration des conditions sanitaires dans la région Nord-Pas-de-Calais. Et puis dans le rapport de Cazeneuve, justement, de Cazeneuve en 65-66, c'est là où il bascule dans l'idée qu'il faudrait peut-être avoir autre chose. Donc, à peine le choléra avait-il fait invasion que les médecins, exténués de fatigue, ont réclamé le concours de nos élèves. La profession médicale se recrute difficilement parce que la scolarité est longue et coûteuse. Ceux qui se destinent à cette carrière appartiennent en général à des familles assez peu fortunées, qui font bien des sacrifices nécessaires pour les études classiques. Mais les frais d'un long séjour dans une ville très éloignée, surtout à Paris, c'est vrai que la plupart, ils allaient à Paris, sont considérables. Il y a d'ailleurs de tels dangers dans la vie de Paris. Enfin, ça, c'est classique. Ça va être la corruption complète s'ils vont à Paris, donc dans la ville de Paris, que l'on comprend les hésitations des familles à conseiller une pareille carrière. Et après, il enchaîne. Et cependant, il est nécessaire que les populations aient à leur portée, pour les services journaliers et constants, des médecins instruits. Si l'État a le monopole de la délivrance des diplômes, il est de son devoir d'organiser largement les études médicales. Les écoles préparatoires rendent d'incontestables services, mais la science médicale est si vaste, les progrès qu'elle compte sont si rapides que presque toutes les écoles, sinon toutes, ont une organisation incomplète. Elles favorisent surtout le grade d'officier de santé, c'est-à-dire les moindres études. Et après, il compare. Ainsi, dans les départements du Nord, du Pas-de-Calais et de la Somme, on compte 450 docteurs et 771 officiers de santé, tandis que dans la Seine, où il y a la faculté de Paris, dans l'Hérault, où il y a la faculté de Montpellier, et dans le Bas-Rhin, où il y a aussi la faculté de Strasbourg, le nombre, etc., il y en a beaucoup plus. Je ne vais pas tout lire, voilà. Le nombre des facultés de médecine est trop réduit. En France, nous avons 3 facultés pour 40 millions d'habitants. L'Autriche, il compare, j'ai coupé. Alors, vous voyez où ils vont en venir. C'est-à-dire qu'il faut absolument transformer à un moment ou à un autre cette école préparatoire en faculté. Voilà. Donc ça va être comme ça. Là, on est en 65-66. Ça durera encore à peu près une petite dizaine d'années où les élites vont réclamer systématiquement cette transformation. Donc, vous avez là, par exemple, on approche de l'ouverture quelque part. C'est le télégramme qu'on retrouve dans les archives d'Henri Wallon qui annonce le oui unanime du Conseil supérieur de l'instruction publique à la création de la faculté de médecine. Donc, il est daté du 30 octobre 1875. Donc là, on bascule cette fois-ci dans ce qui est plus connu, c'est-à-dire qu'on va construire sur cette école secondaire, on va construire une faculté. Voilà, c'est tout ce que je voulais rappeler un peu en moment plus ancien. La tradition, je dirais, ancien régime Douai, et puis cette installation d'une école municipale petit à petit enrichie et développée. On ne part pas de rien, bien évidemment, mais des résistances de l'État central pendant un temps certain. Deuxième temps de ce que je voulais essayer de montrer, ça va être la création, cette fois-ci, et l'installation, bien évidemment, de la faculté de médecine-pharmacie de Lille. Je vais aller jusqu'en 1940, mais en essayant de voir quelques flashs. Je ne vais pas rentrer dans le détail de tout. Seul décret, bien évidemment, du 12 novembre 1875 qui va créer la faculté mixte de médecine et de pharmacie de Lille. Et un décret de l'année d'après, en 1876, qui prévoit 20 chaires magistrales. Elles n'y sont pas toutes au départ. Enfin, ça va être compliqué. Il va falloir lutter pour avoir les moyens. Et Valentin Cazeneuve, qui était le chef de l'école secondaire, devient le doyen. Et on a la liste dans les archives un peu des professeurs titulaires, des chargés de cours, des agrégés, etc., etc. Et bien évidemment, il faut loger dignement cette faculté de médecine qui va être importante. Donc j'ai mis juste quelques éléments. Pose de la première pierre, c'est avril 1880. C'est Jules Ferry qui vient poser la première pierre. Et il y a un discours célèbre parce que ce jour-là, il faut élever citadelle contre citadelle.
puisqu'il y a à Boulevard Vauban une université concurrente qui se développe fortement. Et les facultés de l'État sont dispersées. Il y en a 2 à Douai. Enfin, on est juste en train de faire celle de Lille. Donc, il insiste beaucoup sur cette dualité, quelque part, hein, du paysage. Et puis, vous avez ce qu'on retrouve dans pas mal d'ouvrages, c'est-à-dire les plans de, de cette faculté, donc avec l'architecte municipal Carlos Bater qui va développer ces éléments-là. Je vous l'ai mis en photo, donc il va falloir un certain nombre d'années pour pouvoir finir quelque part ces travaux, mais qui seront quand même de grande ampleur. C'est un travail qui va quand même assez vite quand on regarde bien, 80, 82, bon, même s'il y aura d'autres choses qui ne seront pas terminées. Vous l'avez là, mais des années après. Ça, c'est dans les collections, dans l'album de photos d'Albert Châtelet. Donc on est vers 34, 35. Donc vous avez l'entrée quelque part, place Philippe Lebon, où longera un certain temps aussi des cours de faculté de la faculté des sciences, mais j'en dis pas plus. Qu'on voit le bâtiment aujourd'hui, vous savez ce que c'est, hein, ce que c'est devenu, c'est des logements, etc. Bon, l'autre côté de la rue, donc là la rue Jean Bart, bon, donc vous avez l'entrée, l'autre entrée quelque part. Donc on est avant 14, j'arrive pas trop à la dater plus précisément. Voilà, donc il y a un vrai travail important, quelque part, de construction, d'équipement, dans ce qu'on pourra appeler des palais universitaires. Mais il n'y aura pas que la médecine, hein, les autres facultés vont disposer aussi d'installations intéressantes. Il y a un effort financier énorme qui est fait, à la fois de l'État et de la mairie, hein, de la municipalité, pour installer, pour loger dignement les facultés dans ce qui va être un quartier latin progressivement. Bon, je ne veux pas trop sortir de mes médecins, mais bien évidemment, c'est la première pierre d'autre chose. C'est-à-dire que derrière, les Républicains ont aussi l'idée de ramener à Lille, à un moment ou à un autre, l'ensemble des institutions universitaires. Et donc, c'est la faculté de médecine-pharmacie, c'est la première pierre d'une reconstruction plus large. Donc, je vous ai juste mis en mention les 2 décrets, hein, du 22 octobre 1887 qui transfèrent à Lille les facultés douaisiennes. Alors, ça va être très mal vécu par Douai. Ça va être une guerre politique et diverses et variées pendant longtemps. Donc, on transfère les facultés de droit et de lettres de Douai à Lille. On les installe un petit peu, d'ailleurs, chez les médecins, un petit peu chez les scientifiques en attendant un peu d'avoir d'autres bâtiments. Et puis, on ira rechercher après d'autres éléments. Donc, vous avez là les cérémonies officielles d'inauguration. C'est la diapo d'après. Je vais aller trop vite. Donc, la médecine arrive, puis le droit, puis les sciences étaient là depuis 1854. Il va falloir construire tout un quartier latin. Donc, je vous ai mis la fiche d'adjudication. La médecine, c'est fait, mais il faut installer toutes les autres qui vont arriver. Les sciences qui étaient mal installées, rue des Pleurs. Donc, on va avoir quartier latin qui va devenir un véritable chantier pendant une bonne décennie. Alors, les fêtes inaugurales, c'est 1895. C'est pas tout à fait fini, mais enfin, il y aura une grande fête. C'est à la fois une fête républicaine et une fête universitaire. Toute l'élite nationale est là, Louis Liard, pas mal de ministres, toute l'élite du Collège de France. Enfin, on essaie de célébrer Lille en même temps qu'on célèbre la science. Donc, il y a un vrai travail important. Il y a des banquets costauds. On a quelques menus qui sont là. Donc, il va y avoir réellement la faculté qui va être entourée quelque part de ses consoeurs des autres facultés autour de la place Philippe Lebon et qui va permettre de développer quelque part un vrai quartier latin lillois, même si la médecine est les premières quelque part, hein, on pourrait dire avec les sciences. Voilà. Si je veux un tout petit peu, mais là par contre je peux pas me noyer, c'est-à-dire que je peux pas entrer trop dans le détail. L'idée elle est intéressante, c'est-à-dire que progressivement, quand on va avancer vers la Première puis la Seconde Guerre mondiale, on a un nombre de chaires qui se spécialisent de plus en plus. On a des spécialités qui vont apparaître, qui se développent à Lille comme dans les autres facultés de médecine. Donc je vous ai mis là, mais je ne vais pas la lire, hein, les 15, je dirais les 12 premières chaires, bon, vous les avez là, chaire de clinique médicale, chaire d'anatomie descriptive, je ne donne pas les noms, chaire de physiologie, chaire de pathologie médicale, etc., etc., etc. On a encore bien souvent des intitulés qui sont très larges. On est au tout début, il faut essayer d'assurer les enseignements les plus généraux. Et puis on se rend compte, là, il faudrait faire un suivi presque année par année, voir les créations, les suppressions des différentes chaires.
J'ai juste fait un zoom juste avant 14 pour voir qu'il y a eu quand même de gros progrès dans l'affirmation des spécialités, hein, quelque part. Et derrière, c'est aussi un petit peu la recherche. Et derrière, c'est aussi quelque part l'affirmation de spécificités parfois lilloises. Donc en 1913-1914, je l'ai mis en rouge, ce qui me semblait le plus ressortir un petit peu de ce qui pouvait être donc une chaire de chimie organique, une chaire de clinique ophtalmologique qui est apparue, une chaire d'hygiène et de bactériologie, c'est Albert Calmette qui est derrière, hein, à cette époque-là, une chaire de parasitologie, une chaire des maladies cutanées et syphilitiques, une chaire de clinique des maladies des voies urinaires, de clinique obstétricale, de clinique chirurgicale infantile et orthopédie, etc. Donc, on a spécialisé fortement le champ chaire d'accouchement et d'hygiène de la première enfance. Le personnel enseignant se développe. Et là, je ne prends que les chaires, hein. Il faudrait aussi prendre les agrégés qui sont derrière, les chargés de cours qui peuvent exister. Bon. Donc, il y a un vrai développement, cette faculté, quelque part, de médecine et de pharmacie de Lille. Pour que ça vous parle un petit peu plus, je l'ai mis sous forme de tableau. C'est le nombre de postes à partir des livrets et des relevés des doyens chaque année. Je ne vais pas faire tout. Vous voyez qu'on passe de 18 enseignants en 1854. Ben forcément, il y avait presque rien. Il y avait que la faculté de sciences et les autres. Bon, vous voyez qu'en 1913-1914, on est à 101. La Troisième République a investi, hein, dans la création d'un certain nombre de postes d'enseignants, de chercheurs, de chaires. Bon. Et quand on regarde bien la médecine, ce que j'ai mis en rouge, vous voyez, 1854-55, on est à 9. 1869-70, 11. 1888-89, 25. Et vous voyez, 13, 14, 43. C'est-à-dire que la faculté de médecine et de pharmacie, à elle toute seule, juste avant-guerre, alors c'est pas la moitié, mais c'est pas loin de la moitié des postes, hein, d'enseignants, déjà des chaires, dans le paysage universitaire. Ah, c'est fondamental. Alors, il y a plus de besoins aussi que peut-être qu'en lettres ou qu'en sciences, ou je sais pas, ou en droit. Mais il y a un vrai investissement fort, hein, dans cette structure. On le voit rien que par le nombre de postes. Et ça continue dans l'entre-deux-guerres. Après, j'ai pas voulu trop développer là-dessus. Je vois que ça tourne, donc je vais me dépêcher. De toute façon, j'arrêterai en 1970. Quelques figures, bien évidemment. Albert Calmette, hein, 1895. 94, créateur de l'Institut Pasteur. 95, vraiment, ça commence vraiment. Il va le diriger pendant 25 ans, jusqu'en 1918-1919. Il part en 1919. Il est en même temps, hein, ça a été dans le deal qui a été fait au moment d'essayer de développer l'Institut Pasteur, de créer un Institut Pasteur à Lille. Il cherchait quelqu'un pour pouvoir le diriger et ça a été un peu dans le contrat qu'on a passé avec lui de dire on te créera aussi un poste à la faculté de médecine. Ça a été accepté par le conseil de faculté, ça l'avait été moins par le conseil général des facultés, l'ancêtre du conseil de l'université, qui avait un peu l'impression qu'on lui forçait la main en choisissant le titulaire à sa place. Bon, mais voilà, il va arriver, il va développer très fortement, bien évidemment, la bactériologie. Donc vous l'avez là, avec des liens complexes, hein, avec l'Institut Pasteur, entre l'Institut Pasteur et quelque part l'université de Lille. Il est à la fois dedans et à la fois à l'extérieur. Enfin, bon, je ne vais pas entrer trop dans le détail de ces éléments-là. Il y aura une thèse à fin du mois qui va être soutenue sur le début de l'Institut Pasteur. Quelques autres figures là aussi. Donc Henri Leloir, professeur de clinique des maladies cutanées et syphilitiques, à gauche. Georges Raviard, hein, qui sera médecin-chef de l'asile d'Armentières, créateur de la clinique d'Esquermes. Donc c'est quelque part le grand spécialiste de la psychiatrie, hein, au départ. Et Michel Polonowski, hein, chaire de chimie organique en 1924, qui part en Paris en 1937 et qui forme ensuite toute une génération, quelque part, de l'école de biochimie lilloise. Je vous renvoie là à l'article de la Revue du Nord, récemment publié il y a une quinzaine de jours, à l'article de Philippe Roussel, qui explique ces éléments-là, l'importance d'Albert l'Espagnol, de Paul Boulanger. Enfin, il y a réellement là un ancrage fort. Il y a des champs qui vont se développer sur l'île de manière importante. Donc voilà, il fallait en prendre 3 parmi des centaines. Hein. Puis un dernier, c'est Frédéric Combemal, bien sûr, qui sera longtemps professeur de clinique thérapeutique et qui sera le doyen, c'est un des grands doyens quelque part, hein, de la période de 1901 à 1919 et qui jouera à Lille un rôle important, hein, à ce niveau-là. Pour avancer,
C'est combien d'étudiants? Je vous avais dit, on était 40, 90, hein, euh, avant que la faculté n'apparaisse. Vous voyez que c'est général, c'est-à-dire quand on regarde un petit peu le nombre d'étudiants de l'université de Lille, on pourrait dire, 1870, ça n'existe pas encore, mais des facultés, je dirais, on est à 633 en 1870, on sera en 1939 à 2882. Alors aujourd'hui, ça nous paraît pas beaucoup, hein, bien évidemment. On est dans un autre monde, mais ça augmente quand même beaucoup. Quand on regarde les témoignages de l'époque, ils se demandent où c'est qu'ils vont les mettre, où est-ce qu'on va pouvoir les loger, enfin, comment on va faire pour diviser en groupes de télé. Et vous voyez là aussi que la médecine pharmacie, pendant longtemps, elle est quand même parmi l'institution qui compte dans les effectifs, et que progressivement, hein, ce sont les lettres qui vont, plus on avance vers la fin de la Troisième République, qui vont développer quelque part leur champ. Donc en 38-39, hein, 784 étudiants en médecine pharmacie, 552 en droit, 1002 en lettres, 544 en sciences. Ça restera des équilibres un peu comme ça pendant assez longtemps. Toute dernière petite chose, ce que j'avais essayé de regarder un petit peu, c'était sur la place des femmes. C'est compliqué parce que souvent les statistiques, elles ne donnent pas forcément tout, hein. Donc voilà. Dans l'annuaire statistique de la France, avec toutes les limites cassées de source, en janvier 13, les chiffres qu'on peut trouver chez les étudiants, hein, en lettres, on était à peu près déjà à 30% de femmes chez les étudiants. En médecine, c'est la deuxième au niveau féminisation. Avec tout ce qui est formation de sage-femme, on était à 12%, 12,8%. Les sciences, c'est beaucoup moins. Et puis le droit fermait la marche avec presque pas de femmes. Voilà, ça a été beaucoup plus fermé. Ça serait intéressant de creuser aussi dans le personnel enseignant, bien évidemment, mais là, on a encore un seuil en dessous. J'avance là-dessus. Simplement signaler que les études vont être fortement réformées. Ça, je vous apprends rien, vous le savez vous-même. Bien évidemment, ça va être l'idée de supprimer l'officiat de santé, hein, pour se dire, essayer de monter quelque part le niveau de formation, hein, des gens qui soignent en France, donc 1892. Et puis 1893, hein, ça va être l'apprentissage, que c'est quelque part l'année de TCN, comme on dit. C'est-à-dire que les sciences se développent beaucoup, les techniques médicales se développent beaucoup. Il faut que nos étudiants de médecine, ils aient un niveau de science quand même minimal, je dirais, au moins vérifié. Donc ça va être l'idée d'aller faire un an à la fac des sciences avant d'arriver à la fac de médecine. Donc il y a tout un tas de réformes dans lesquelles je ne développe pas là-dessus, qui vont développer aussi les études de médecine. Et puis c'est l'affirmation aussi des travaux pratiques, c'est l'affirmation des séances de TP, c'est l'affirmation des stages en lien avec les hôpitaux. Donc juste pour vous montrer des éléments qui sont connus, bien évidemment, c'est tout ce qui va être achat, fabrication, travail avec les étudiants à partir de matériel, on peut pouvoir faire des TD, de pouvoir illustrer quelque part les cours de manière intéressante, concrétiser quelque part l'enseignement, le rendre plus concret à destination des étudiants. Donc tous ces éléments-là, hein, bien évidemment, je renvoie à l'ouvrage sur le Trésor de l'Université de Lille, où il me semble dedans. Si j'essaie de savoir un peu combien il y a de thèses, il y en a pas mal, hein, ça s'est pas mal développé. Donc la faculté de médecine pharmacie de Lille délivre 35 diplômes de docteur en 1814, ça je suis sûr. 35 diplômes de docteur en 1899-1900. Donc 35 diplômes pour cette année-là, donc c'est pas rien, hein, c'est important. En 1912-1913, là où je suis sûr aussi par les registres, c'est 40 thèses qui sont soutenues à la faculté dans l'année. Hein, on compte aussi 11 thèses de doctorat de pharmacie, donc ça ferait 51. Voilà. Donc là, il y a une montée en puissance quelque part, et on répond un peu au vœu de Cazeneuve d'essayer de former davantage de docteurs. Je voulais juste insister, par exemple, sur la thèse de Douera Bernson en 1899. Hein. Vous avez le titre, Nécessité d'une loi protectrice pour la femme ouvrière avant et après ses couches. Donc il y a comme ça des éléments. Bon, ce sera un destin tragique, hein. Cette étudiante-là, cette docteure-là. Bon, voilà. Le reste, je le passe pour l'instant. Simplement signaler, c'est que il va y avoir aussi pendant cette période-là l'idée de créer des instituts, l'idée d'enraciner les formations spécialisées dans des bâtiments spécifiques, avec du matériel, voilà. J'ai insisté là juste sur deux choses. C'est l'Institut de médecine légale et de médecine sociale qui est inauguré en mai 1934, l'Institut de stomatologie inauguré en 1935,
Juste rappeler entre parenthèses le rôle d'Abel Comartin, puis de Jean Soleil, et l'Institut de recherche sur le cancer en 39, voilà, qu'on va créer. C'est pas une spécificité de la fac de médecine. En lettres, en sciences surtout, il y aura beaucoup d'instituts qui vont être créés dans l'entre-deux-guerres pour affiner, pour créer des moyens spécifiques pour former des gens compétents. Et vous avez aussi, comme c'était signalé dans l'article de Didier Gosset, là aussi dans la Revue du Nord, la figure de Jules Leclerc, qui jouera un rôle pionnier quand même dans la chaire de médecine légale et de médecine sociale, et qui prendra en 1946 la chaire de médecine du travail, qui vient d'être créée. Donc il y a un rôle important. Enfin, je vais pas développer plus sur son bouquin un peu prémonitoire de 1916 sur la main d'œuvre, la nécessité de la formation, de l'encadrement de la main d'œuvre, etc., etc., etc. Je ne parle pas du tout. Je passe au grand 3 dans le peu de temps qui reste. Il a toute une vie étudiante. Je l'ai retiré parce que je pouvais pas tout dire. Donc les carabins, mais pas tout seul, avec les autres, avec les scientifiques, etc., animent le quartier latin lillois. Par l'association des étudiants lillois, qui va beaucoup se développer, par la maison des étudiants, qui est le haut lieu pendant longtemps du folklore, des loisirs, du travail aussi, parce qu'on pouvait y travailler, il y avait une bibliothèque, etc. etc. Donc les salles des fêtes, des concerts, enfin, il faudrait voir tous ces éléments-là aussi, toute la vie, quelque part, qui va exister à côté par le quartier latin. Et signaler aussi, bien évidemment, alors je ne dis rien sur 14-18, il y aurait beaucoup de choses à dire. Signaler aussi, c'était juste une vue pour quand même signaler, c'est l'importance aussi d'un certain nombre de médecins dans la résistance. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, bon là j'ai juste zoomé sur un personnage qui est Henri Pocot, qui jouera un rôle important, qui va être emprisonné un certain temps par les Allemands, qui jouera un rôle important. Il va présider le comité académique d'épuration à la Libération pour juger et punir ceux qui ont collaboré ou qui ont eu des attitudes collaboratrices, etc. Donc, il y a quelques figures comme ça, Gernez Rieu. Enfin, il y a un certain nombre de médecins qui ont joué un grand rôle dans la région au niveau de la résistance et de l'opposition aux Allemands. Dernier temps, puis je m'arrête quand vous dites. C'est bien évidemment après 45, il y a trois choses qui sont fondamentales. C'est l'installation au CHR, bien évidemment en 53, la croissance du nombre des étudiants, même si ça vous semble rien par rapport à aujourd'hui, elle pose problème quand même. Donc 432 en 1913-1914, 924 en 35-36, c'est beaucoup plus. Et les bâtiments n'ont pas été construits pour accueillir des étudiants aussi nombreux, même si ça nous fait un petit peu sourire. Donc besoin de moderniser les laboratoires, quand il y avait des laboratoires, besoin d'en construire d'autres. La recherche se développe quand même pas mal, en particulier dans l'entre-deux-guerres. Et dans le même temps, des hôpitaux lillois qui sont souvent dans un triste état, éparpillés aux quatre coins de la ville, etc. Donc il va y avoir quelque part l'idée de regrouper un petit peu tous ces éléments-là. Et je voulais juste signaler, par exemple, un rapport là, du doyen Dubois en 31-32. L'augmentation des effectifs, elle pose vraiment souci. L'école de stomatologie ne peut accueillir tous les élèves et quelques étudiants étrangers ont quitté l'île, sont trop mal accueillis en fait, ont quitté l'île pour des universités où ils trouvent des installations plus modernes. Bon, on trouve ça dans les rapports du doyen, c'est lancinant tous les ans. Et le doyen Charles Dubois, toujours, note en 1930-1931, notre collègue, monsieur le professeur Lambray, vice-président de la commission administrative des hospices de Lille, a formé le projet, donc c'est là qu'il apparaît, aussi hardi qu'original, de créer à Lille une immense cité hospitalière où seraient réunis tous les services de clinique, avec leurs consultations externes et tous les laboratoires de la faculté de médecine. Donc on peut dater à peu près de 30-31, tout ce projet, quelque part, de délocaliser vers un ailleurs pour regrouper à la fois les hôpitaux et quelque part la formation des médecins. Ça va être très illustratif. La fin, Jean Walter, qui va être choisi comme architecte, va faire un choix qui est pas hasardeux, qui est original, qui est quelque part d'avant-garde, avec des hôpitaux en étoile, à rayons, etc., comme vous connaissez, réunis autour d'un bloc central, vous allez le voir après, avec l'idée de concentrer sur place, dans un même lieu, la clinique hospitalière de la ville et l'enseignement médical. Donc c'est quelque chose qui est très novateur à l'époque.
et qui doit permettre aussi aux étudiants d'avoir des stages tout près, quoi, quelque part sur place pratiquement. Hein. Simplement signaler que le gros œuvre, normalement, ça devait être inauguré avant 39, hein, si tout avait fonctionné comme il fallait. En 34-35, dans le rapport du doyen, on se rend compte que c'est presque fini au niveau de la faculté. Bon. Mais la cité hospitalière, elle est un peu en retard. Voilà. Et surtout, on est en pleine crise. La crise économique mondiale va faire augmenter les devis de manière considérable. Il y a des soucis financiers. Et ce qui fait que ça traîne et que la Seconde Guerre mondiale, après l'occupation allemande, empêchera quelque part l'inauguration qui était prévue. Donc vous l'avez là. Alors c'est les photos, un certain nombre viennent juste encore des archives Châtelet, qui était le recteur jusqu'en 36 ici. Et comme ces enfants ont versé aux archives du Pas-de-Calais ces archives, il y a des photos intéressantes, puis il y en a d'autres qui viennent des photos aussi des collections des archives départementales du Nord. Voilà. Celui qui va achever tout ce boulot, c'est Claude Hurier. Hein, donc, vous avez toujours dans les rapports des doyens en 38-39, hein, la faculté de médecine aurait dû occuper ces nouveaux locaux dès la rentrée d'octobre 39. Enfin, vous voyez la date, octobre 39. Bon, ça tombe pas bien. Bon. C'est l'état de guerre qui nous a empêchés, qui retardera également l'achèvement de la construction. Donc, le dossier va être repris par le professeur Claude Hurier. Après, il va assurer quelque part le pilotage de cet énorme chantier. Et la cérémonie d'inauguration aura lieu le 3 octobre 1953 avec le ministre André Marie, Éducation nationale, et Paul Costefloré, la santé publique et la population. Donc c'est ce que vous connaissez. Hein, donc j'ai mis quelques poteaux de cette inauguration. Ça, il y a une brochure qui est conservée aux archives départementales qui donne l'essentiel. Donc avec là, évidemment, le discours du doyen Pierre Combemal. Les ministres, ils sont là, qui sont venus inaugurer ce pôle pionnier. Vous avez les photos telles qu'on peut les retrouver à un moment ou à un autre dans différentes sources, différentes publications. Grosse brochure de 1953 qui permet d'avoir ça. Et je vous ai mis de la presse. Et puis je vais finir la dernière sous-partie après. Il y a un journaliste de La Voix du Nord qui titre sur Médicopolis. Il fait son titre sur la Médicopolis lilloise, magnifique réalisation sociale. Hein, donc c'est dans La Voix du Nord du 3 octobre 53. Et puis le discours du ministre après le recteur, etc. Donc célèbre quelque part la grandiose cité où se trouvent mêlés recherche, hôpital et cours. C'est certainement la première fois qu'a lieu l'inauguration simultanée d'une faculté de médecine et de pharmacie et d'un des plus grands hôpitaux d'Europe. La solution lilloise libère l'étudiant tiraillé entre la faculté et les hôpitaux d'une perte de temps qui l'accable partout ailleurs. Elle le plonge surtout dans une ambiance unique où, suivant la formule de Siegfried, la culture et la technique marchent à parité. Regardons une dernière fois le plan de la cité et le cercle fraternel qu'elle dessine entre les amphithéâtres que l'université a édifiés pour ses étudiants et ce haut lieu de la santé qui leur fait face. Des ponts sont jetés pour rapprocher l'hôpital et l'université. Et ce haut lieu de la santé qui leur fait face sont jetés. On peut se demander si ce sont les mains des malades qui se tendent vers la science ou si c'est la faculté qui ouvre ses bras à la souffrance humaine. Bon, beau discours du ministre. Voilà. Depuis, et puis je vais arrêter là, on pourrait continuer encore très fortement, on va pas dire jusqu'en 2025. Hein, bon, ça va être bien évidemment, on pourrait dire la massification qui commence. Donc, vous voyez, 44-45, les effectifs restent, somme toute, encore assez limités. Ça va rester à peu près limité, je dirais, jusqu'aux années 60, tout début des années 60, 55-60. Ça monte et ça reste quelque part maîtrisé. Et puis, le cœur des années 60, bien évidemment, qui va voir exploser le nombre d'étudiants dans les facultés lilloises. Alors, c'est vrai en sciences, c'est vrai en lettres, sciences humaines et sociales, c'est vrai aussi en médecine, pharmacie, qui va nécessiter, là aussi, bien évidemment, de reprendre le bâton de pèlerin des constructions, etc., etc., etc. Je ne développe pas la réforme des CHU, 58, vous la connaissez mieux que moi, vous savez l'expliquer mieux que moi. Bon. Signaler que ce développement s'accompagne d'un renforcement de l'équipe enseignante qui continue, mais là, on commence à courir après les effectifs. Ça s'inverse par rapport à autrefois, quelque part. Donc, 74 enseignants titulaires en 47-48.
Il n'y a pas tous ceux qui sont chargés de cours temporaires, etc. Donc 74 enseignants titulaires en 47-48, donc 30 professeurs, 117 dans ce que je retrouve moi dans les annales de l'Université de Lille en 67-68, dont 71 professeurs, avec une légère féminisation qui commence dans le personnel enseignant là aussi. Donc j'ai mis par exemple Mademoiselle Barre, mais c'est connu. Et puis j'ai une vase de vue, et je suis à vous pour les questions. Ça va être aussi au cours de cette période que va se développer. Elle était déjà là. La recherche, je dirais, on pourrait dire, elle existe du temps de Pasteur. Elle a été là. Il y avait des médecins qui travaillaient en recherche fin 19e de manière fort importante. Calmette, bien évidemment, mais beaucoup d'autres aussi. Ce qui marque quand même la période des années 60 et jusqu'à 70, c'est le développement d'une recherche qui est plus collective. À créer les gros. C'est une recherche qui était quand même très fortement petite équipe, ou presque, pas en médecine, mais dans les autres champs, assez individuels. Donc ça va être l'importance des unités, je dirais, de recherche, INSERM en particulier, des liens renforcés avec le CNRS. Je vous renvoie là à l'article de Philippe Roussel, tout récent, dans l'histoire de l'Université de Lille, enfin, à sa contribution dans le tome 1 de l'histoire de l'Université de Lille et sa contribution dans la Revue du Nord numéro 251. Rôle aussi joué par les élèves de Michel Polonowski, à savoir ce que disais tout à l'heure, Paul Boulanger, Albert l'Espagnol, et la création en 1960 de la première unité INSERM lilloise, unité de recherche sur la biochimie des protéines normales et pathologiques, l'U16. Puis après, il y en a d'autres, je ne vais pas les développer, Albert l'Espagnol, l'unité 62, chimie et pharmacodynamie, etc., etc., etc. On voit très nettement ça quand on regarde un peu les archives conservées. Développement de la structuration de la recherche en grosses unités, beaucoup plus, je dirais, compétitive nationalement et internationalement à partir de ce moment-là. Il y a quelque chose qui change, il y a un changement d'échelle. C'est pas seulement que le nombre d'étudiants, c'est aussi un changement quelque part d'univers. Donc Paul Boulanger, le voilà, avec un des bouquins collectifs qui a été réédité très, 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 très nombreuses reprises. Donc Biochimie médicale, avec Michel Polonowski, Paul Boulanger, Michel-Alexandre Machebeuf et Jean Roche. Ça a été apparemment quelque chose qui a été très diffusé. Moi, ça m'échappe un petit peu, mais c'est vraiment un classique. Vous avez aussi 3 autres figures. Donc Charles Jean-Nézrieux, qui va jouer là aussi un rôle important dans la chaire de bactériologie, puis à la direction de l'Institut Pasteur. Marcel Marchand, dans la chaire de médecine du travail à partir de 63. Et puis Henri Warembourg, bien évidemment, qui deviendra le doyen et le premier président de l'Université de Lille. Je termine en une diapo, parce que je veux vous laisser du temps. Je n'ai pas le temps de développer, sauf là, il faudrait... Bien évidemment, tout ça va être un petit peu modifié par mai 68. Les médecins ne sont pas les plus dynamiques, les étudiants de médecine, ce n'est pas les plus remuants en 68. Les lettres en particulier, les sciences aussi, mais le droit et la médecine, c'est pas forcément les plus remuants. N'empêche que ça va quand même avoir des conséquences importantes pour le paysage universitaire. Donc là, c'est des photos de la presse, Nord-Éclair, la Voix du Nord. Un tract étudiant de 68 qui montre qu'il y a vraiment eu des choses qui ont existé à Lille, un certain nombre de manifs, etc. Mais très vite, en fait, le mouvement lillois va se replier dans la fabrication d'une nouvelle université. Et ce sera ma dernière diapositive. C'est l'idée que c'est l'impact fort, quelque part, des événements de mai 68 par la loi d'orientation sur l'enseignement supérieur du 12 novembre 68. Que faire de la faculté de médecine-pharmacie ? Voilà, avec qui ? Voilà, Edgar Faure veut des universités forcément pluridisciplinaires. Donc on a quand même pas mal d'archives qui sont conservées, qui permettent de savoir pas mal des choses. Les médecins et pharmaciens ont essayé de rester entre eux au départ, dans ce qu'on peut voir dans un certain nombre de comptes rendus. Il y avait la masse critique, pratiquement, pour pouvoir faire, je dirais, une université de médecine. Bon. C'est pas comme ça que le ministère l'entend. Le recteur Guy Debert veut pas non plus, quand on regarde un peu ce qu'on retrouve comme documents. Ce qui fait que finalement, tout ce qui est scientifique va se fédérer pour faire l'université de Lille 1. Les sciences humaines et sociales, avec quelques extensions, on va former le futur Lille 3. Et du coup, il reste le droit et il reste la médecine. Donc, ça va être en 70,
ce que certains témoins m'avaient dit, mais qu'on retrouve dans la presse, hein, le mariage de la carpe et du lapin. C'est-à-dire qu'on va créer, à partir de 70, une université qui n'est ni médicale entièrement, ni juridique entièrement. Donc, cette alliance, quelque part, qui durera jusqu'à la fusion en 2018. Donc, voilà à grands traits ce que je voulais essayer de vous montrer. J'ai mis un tableau de statistiques qui vous montre qu'il va encore avoir un dernier événement qui va être la seconde massification à partir des années 80. Donc, vous voyez un peu les effectifs. On change encore une fois d'univers. Et j'ai mis les effectifs de l'UFR 3S en janvier 2023. Hein. C'est à peu près 26% de l'université de Lille. Voilà. Donc, ça a toujours été une université, un bloc, la médecine-pharmacie, important. Mais bien évidemment, les autres se sont aussi développés. J'arrête là et puis je vous propose de passer à quelques questions pour pas être trop en retard. Ça fait juste l'heure. Poser des questions, vous proposez de nous évoquer pour ensuite et vous prenez un écho. Voilà. Merci pour cette conférence absolument passionnante. Des questions? Bonjour, félicitations. C'est une question très technique et de bibliophile. Vous nous avez montré la page de titre de la thèse, la dissertation inaugurale de Mélé, le maire de Douai. Moi, je n'en connaissais qu'un seul exemplaire à la National Library à Bethesda. Et le vôtre, vous l'avez trouvé où? Tout simplement tiré de la thèse de Gérard Bizerte. D'accord. Parce qu'on n'en a pas dans les archives, on n'en a pas dans les archives de la région, pas à les bibliothèques nationales, Ouais. pas à la fac de médecine de Paris. Donc je m'étais dit peut-être que vous auriez un exemplaire, mais voilà, c'était ma question. Les bibliothèques municipales de Douai, ils n'ont pas non plus. Enfin, je pense pas qu'ils aient des écrits et de tarongés, ça, ils en ont pas mal. Et des mémoires, je dirais manuscrits, mais de Mélé, je suis pas sûr. En fait, j'ai pas de présenter les sources. Je peux le terminer là. Je l'ai trouvé dans Suite Gauche, en fait, dans le bouquin de Gérard Bizerte. Et puis ce qui existe, bien évidemment aussi, vous l'avez à côté, hein, c'est la réédition de Philippe Cherperel et de ses collègues dans le tome L'Harmattan. Et puis comme j'ai pas mal évoqué, c'est le tome 1 de l'histoire de l'Université de Lille qui est sorti fin juillet. Et puis le numéro de la Revue du Nord, il a là un texte hyper intéressant de Philippe Marchand, je vous ai dit, sur les étudiants de la fac de médecine. Il y a un texte de Philippe Roussel sur la biochimie qui est intéressant. Et il y a un autre texte sur l'Institut de médecine légale qui est aussi intéressant sur ces éléments-là. Et puis normalement, si tout va bien, hein, en janvier, ou décembre, ou janvier, ou février, ça dépend un peu des relectures, il y aura normalement le tome 2 qui va couvrir la période la plus complexe entre 68 et nos jours, qui achèvera quelque part un peu ce travail lourd de mise en valeur des universités, de l'université lilloise d'aujourd'hui. Mais je retourne aux questions. L'histoire continue. Merci. C'est pas une question, ce sont des remerciements. Vous avez cité plusieurs fois mon père, Gérard Bizerte, que j'ai vu travailler pendant 3 ans sur le bouquin dont il s'agit. Et concernant l'exemplaire de la thèse, bon, bien sûr, j'ai rien jeté de ces archives, mais il n'y a pas de la thèse de Méliès dans ces papiers. Encore merci. Il y a un certain nombre de thèses. Là, il faudrait voir Nathalie Barré-Lemaire, qui est responsable des archives à l'Université de Lille. Ils ont un certain nombre de thèses anciennes, mais là, ça remonte vraiment encore avant. Ça doit être assez compliqué. Oui, merci également. Vous avez bien montré l'implication des liens entre les centres de formation et éventuellement l'hôpital, voire même les lieux d'exercice. Dans la période où c'était à Douai, comment fonctionnait-il? Y avait-il une partie pratique qui s'appuyait sur les hôpitaux de Douai ou d'autres hôpitaux, ou au contraire, c'était purement libéral?
J'ai l'impression qu'il n'y avait pas vraiment d'appui fort sur les hôpitaux de l'époque, hein, dans ce que je peux. Alors là, je suis très loin de mes terres, hein. Je suis 19e, mais il n'y a pas, il y avait pas vraiment d'éléments fort importants. Je pense que tout ce qui était la pratique se passait, je dirais, presque en libéral, dans ce que je peux voir. Il me semble. Juste un autre commentaire, c'était très intéressant de voir que lors de l'épidémie de choléra, finalement, les étudiantes sont parties et ont travaillé. Ça nous rapproche finalement de ce qui s'est passé en 2020 Ouais. au sein de notre établissement. Alors, j'ai pas du tout eu le temps de le développer. C'est assez documenté, hein, l'épidémie de choléra de 1865-66. On a des bilans, alors ils valent ce qu'ils valent, etc. Mais il y a dans l'annuaire départemental du Nord, aux archives départementales, c'est un petit tome, il y a un énorme rapport qui est fait parce qu'elle est géographiquement très située, hein, c'est les quartiers ouvriers, etc. Et il y a un vrai travail important des étudiants. On peut retrouver pas mal de noms d'ailleurs dans les papiers d'archives. Je ne l'ai pas dit parce que je ne voulais pas le traiter, mais il y aura exactement la même chose pour les étudiants qui sont restés là en 14-18, avec la volonté de se consacrer à la population. Et puis on pense évidemment aussi à Albert Calmette qui est resté là et qui va jouer un grand rôle pour essayer de limiter les réquisitions allemandes, etc. Enfin, il y a un vrai engagement au service de la population. Ouais. Je crois qu'il y avait encore une... Oui, il me semblait. Ouais. Là devant. Sinon, je peux parler. Oh bah allez-y. Ouais. Moi, je me posais une question par rapport au CHU des années 30. Quand on lit le texte, je crois que c'était le doyen qui a écrit un texte dans les annales de l'université, où il parle d'un projet original. Et en fait, je me posais la question de est-ce que finalement le CHU Lille, avec ce lien entre hôpital et université, a eu une position un peu pionnière sur le sujet en France? Ou est-ce que c'était un élan collectif auquel participait en fait la faculté de médecine? Alors, ça va se développer systématiquement, pratiquement sur tous les campus de médecine après, mais il me semble que Lille a quand même un rôle, moi je trouve, dans ce que j'ai lu quelque part des documents d'archives, à chaque fois on insiste quand même sur le fait que ça va être la première fois où on va vraiment systématiquement regrouper comme ça, à la fois l'hôpital, les hôpitaux, la formation des médecins, et puis quelque part l'exercice de médecine et la recherche. Donc je pense qu'il y a eu un rôle quand même pionnier important. Enfin, et c'est Oscar Lambray. Il y a un rôle de Roger Salengro derrière au niveau de la mairie qui doit être aussi important. Il y a le rôle d'Albert Châtelet qui est aussi important. Albert Châtelet, il a sa début de carrière, il le fait à Toulouse, où il y a des liens extrêmement importants entre recherche et monde de l'industrie. Donc ils ont l'habitude, il a l'habitude, c'est ce qu'il veut quelque part, ces instituts, ces liens à la population, il les veut importants. Donc c'est plus un certain nombre d'autres médecins, il y a vraiment cette idée de nouer les liens. Donc je pense qu'il y a un aspect pionnier. Alors, je ne peux pas vous dire de combien de temps, il faudrait reprendre tous les campus, voir quand ils basculent eux aussi dans ce système-là, mais je pense qu'il y a un aspect pionnier sur l'île que... Je sais bien que les journalistes ne disent pas toujours tout le temps la vérité, mais la plupart de la presse, elle insiste quand même beaucoup sur la dimension pionnière du CHR en 1953. D'accord, merci. Je voulais savoir, à ton avis, dans ce que tu as pu lire, ce qui te semblait peut-être avoir été le plus moteur dans le développement. Est-ce que c'est plus la formation ou plus la recherche médicale? Ou est-ce que ça dépend des périodes? Je crois que c'est les deux en grande partie. Ça dépend les périodes. Et puis c'est au tout début, l'école de médecine, tout début de la faculté de médecine, c'est vraiment, on le voit dans le discours de Cazeneuve, c'est la formation quelque part d'enseignants, non, je suis déformé, de médecins qui quelque part maîtrisent les nouveaux savoirs, etc., etc. Mais c'est vraiment l'idée de formation de médecins. Bon. Mais il n'empêche quand même qu'il y a déjà un certain nombre de figures qui, c'est un peu du bricolage. Hein. Ils essaient de fabriquer leur petit laboratoire, d'expérimenter un certain nombre de choses. Il y a déjà de la recherche, mais j'ai l'impression qu'elle est quand même un petit peu secondaire. Et à ce niveau-là, je dirais que Calmette, c'est un peu le contre-exemple. Bon, il ne faudrait pas... Les autres sont d'abord praticiens, soignants, et après un petit peu chercheurs.
ça commence à bouger dans les années 30, où la recherche, elle s'équilibre, hein. Enfin, elle arrive quand même plus fortement sur le cancer en particulier. Enfin, ça, il y a de la biochimie. Enfin, il y a vraiment des champs qui, à Lille, vont se développer. Alors, je sais pas où ça en est. Je suis pas assez spécialiste pour savoir après 45 comment. Mais j'ai l'impression qu'après la recherche, elle prend de plus en plus d'ampleur. Elle devient pionnière dans des secteurs avec aussi des moyens financiers et de laboratoire de plus en plus énormes qu'il faut réussir à mobiliser. Appel à projet, enfin tous ces éléments. J'ai l'impression que ça, en fait, sur la très très longue durée, ça s'inverse. Mais il n'empêche que les médecins des années 50, 70 sont aussi au service des malades. Mais la recherche elle est plus structurée. Ça. C'est la même chose en sciences, hein. On voit exactement à la faculté des sciences. Il y a presque autant de labos que de professeurs, hein, pendant longtemps. Et puis, petit à petit, on fédère, on regroupe. Alors, ça se fait des fois dans la douleur. Alors, en médecine, moi qui ai l'habitude de travailler sur la faculté des lettres, où c'est à moins d'enjeux, je dirais quand même, sanitaires et autres. En médecine, moi, ce qui me marque, et c'était toute la difficulté pour écrire le tome 2 avec certains collègues, c'est la très très grande rapidité en médecine, pharmacie, des changements, des progrès, etc., etc. Je vais pas dire qu'en histoire, enfin bon, il n'y a pas de révolution technologique tous les 4 matins, ou en philo, là, on se rend compte qu'il y a une course quelque part, et puis au niveau international, qui est menée en permanence. Et d'où la nécessité d'équipements lourds, de structures qui dépassent largement le coût des installations de recherche dans les autres facultés. C'est vrai en sciences, mais droit et lettres sont à part à ce niveau-là. J'espère avoir à peu près répondu. Ouais, mais il y a toujours la formation quand même. Des médecins. Ah. Ouais. D'autres commentaires? Dans ce cas-là, je vous invite à lire les 2 tomes quand ils seront parus. Merci infiniment. Je vous propose d'applaudir très chaleureusement notre conférencier.